C'est un vrai plaisir de vous accueillir ici dans le podcast sur vos expériences avec l'évaluation environnementale stratégique, les EES. Merci. Dans ce podcast, nous nous concentrons sur l'importance de collaboration dans votre contexte EES. Et pour commencer, pourriez-vous expliquer quel est votre pays, quelle est votre affiliation et quelle est votre relation avec les EES? Merci pour cette opportunité que vous m'offrez d'échanger sur les questions de pratique de l'évaluation environnementale stratégique. Je suis donc Dr Karim Samoura, secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable de la République de Guinée. Avant d'être à ce poste, j'ai eu l'opportunité de travailler en tant qu'expert spécialisé en évaluation environnementale au plan international, d'abord au Canada, ensuite dans la sous-région, notamment en collaboration avec la CNE. Et depuis 3 ans, je me retrouve secrétaire général et à ce poste, justement, j'ai l'opportunité d'accompagner et justement, j'ai contribué à la mise en place de l'Agence guinéenne d'évaluation environnementale dont l'une des missions est justement la promotion et le suivi de la mise en œuvre de l'évaluation environnementale en général et particulièrement de l'évaluation environnementale stratégique. Et justement, nous avons pu mettre en place en Guinée une procédure d'évaluation environnementale qui est décomposée en 3 volets. Un volet qui traite clairement de l'évaluation environnementale stratégique, un autre de l'étude d'impact des projets et un troisième sur les questions de suivi de mise en œuvre des plans de gestion environnementale et de l'audit environnemental et social. Nous avons aussi l'obligation d'accompagner les ministères sectoriels qui nous consultent régulièrement sur des questions liées à la prise en compte des questions de durabilité dans leur politique, dans leur plan et dans leur programme. Et ce qui arrive d'ailleurs à ce niveau, c'est que lorsqu'on nous consulte sur la prise en compte de l'environnement ou sur les retards dus aux autorisations environnementales ou des conflits sur le terrain, en réalité, les analyses montrent que c'est parce que il n'y a pas eu l'intégration effective des questions de durabilité ou à travers des outils comme l'évaluation environnementale stratégique qu'on se retrouve au niveau opérationnel avec des contraintes et des problèmes effectivement qui nous obligent à revenir en arrière avec des solutions complexes. Donc, il y a déjà beaucoup en Guinée, hein, il y a déjà un contexte, un cadre légal pour les EES. Vous pouvez mentionner un défi de développement durable qui profiterait d'une EES, mais aussi où la collaboration entre les autorités compétentes est très importante. OK. En Guinée, depuis plus de 20 ans maintenant, la Guinée est devenue un pays essentiellement minier depuis le boom minier des années 90 et aujourd'hui qui est relancé dans le contexte du développement du projet Simandou, qui est l'un des plus grands projets au niveau mondial de production de fer. Mais avant cela, nous avons un contexte où la Guinée s'est retrouvée au cours des 10 dernières années comme le premier ou le deuxième producteur mondial de bauxite. Nous sommes donc dans un pays où on dit classiquement, habituellement, que lorsque vous superposez le cadastre minier, c'est-à-dire la carte des permis miniers du pays à la Guinée, à la carte de la Guinée, vous avez l'impression qu'il n'y aura plus de forêt, il y aura même beaucoup de villes doivent disparaître. Ça veut dire qu'il y a du potentiel minier. C'est pour cela qu'on parle de scandale géologique en Guinée. Dans un contexte pareil, il faut de l'anticipation. Et justement, nous avons beaucoup de situations où il y a des superpositions entre des superficies qui ont été attribuées à l'exploitation minière et qui sont par la suite, qui font l'objet par la suite de conservation avec implantation d'aires protégées pour la préservation de la biodiversité. Le problème qui arrive, c'est que on va attribuer un permis minier, et c'est récurrent, un permis minier pour l'exploration, en pensant que pendant l'étude d'impact, on verra comment s'arranger. Mais si nous voulons être rigoureux pour la conservation de la biodiversité, pour la gestion durable des ressources naturelles, on ne peut pas donner des autorisations environnementales pour toute demande d'exploitation minière. Et souvent, les opérateurs miniers ont investi dans l'exploration. Ils sont allés jusqu'à avoir des prêts avec les banques, des institutions financières pour l'exploitation,
avant de venir pour l'étude d'impact environnemental et social. Et nous, on ne peut pas, on est obligé de les recadrer sur plusieurs aspects. Et on se retrouve dans des détails opérationnels qui auraient pu être évités si le ministère des Mines et le ministère de l'Environnement ou le ministère en charge de l'exploitation des ressources naturelles avaient collaboré avec le ministère de l'Environnement à travers une EES. Donc aujourd'hui, ces exemples sont multiples en Guinée. Dans plusieurs bassins versants, on a des conflits d'usage et les ministères sectoriels surtout se rendent de plus en plus compte de cela. Et il y a un cadre beaucoup plus favorable à la coopération intersectorielle pour anticiper sur ces questions-là. La question, c'est comment le ministère de l'Environnement va utiliser l'outil d'évaluation environnementale stratégique pour structurer et encadrer ces mécanismes afin que les bénéfices, la plus-value pour la promotion de la durabilité puisse être une réalité. Donc, je comprends maintenant très bien que les plusieurs acteurs là, ils sont interdépendants. Ils ont besoin l'un de l'autre pour créer des résultats conjoints, n'est-ce pas? Exactement, exactement. Quand on prend le ministère de l'Énergie, qui aujourd'hui est dans une logique de promouvoir des énergies nouvelles et renouvelables, le ministère de l'Environnement a besoin de cette trajectoire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, pour faire en sorte que notre bilan des GES et notre stratégie d'atténuation puissent être consolidés. Et d'un autre côté, le ministère de l'Énergie a besoin de l'accompagnement du ministère de l'Environnement pour anticiper sur les évaluations environnementales afin de faciliter la recherche de financement, notamment des financements verts. Donc, il y a un besoin d'interdépendance. Le ministère des Mines a besoin de l'accompagnement du ministère de l'Énergie pour promouvoir effectivement des énergies renouvelables dans le secteur. Et le ministère de l'Environnement est actuellement en train de mettre en place, par exemple, un marché carbone pour le secteur minier, dont la mise en œuvre effective implique à la fois le ministère de l'Énergie, le ministère des Mines, le ministère des Transports. Donc, nous sommes dans un contexte où l'évolution sectorielle ou la segmentation des décisions pour un secteur ou l'autre ne peut plus évoluer sans avoir des problèmes plus tard. Et si j'ai bien compris, la collaboration entre les institutions là, c'est meilleur qu'avant. Ça s'améliore parce que nous avons eu des possibilités d'échange entre les secrétaires généraux. Nos ministres, au niveau effectivement coordonnés par la primature, ont eu des opportunités d'échange pour mettre en évidence l'urgence de créer des commissions sur des thématiques, sur des problématiques. Quand on parle aujourd'hui du massif de Fouta-Jalon, qui est en quelque sorte un espace où on retrouve la tête de source de plus de 1116 rivières ou fleuves, dont 14 fleuves internationaux, dont l'exploitation, effectivement, l'exploitation de ce territoire pour le ministère de l'Agriculture, pour le ministère de l'Élevage, est une urgence parce qu'il y a des populations qu'il faut nourrir. Mais il y a aussi beaucoup de sites miniers sur ce territoire. Il y a des bassins versants, donc des opportunités d'exploitation et de construction de barrages hydroélectriques. Et nous, au ministère de l'Environnement, nous avons un besoin de conservation parce qu'il y a énormément d'espèces de biodiversité sur ce territoire. Donc, la préservation, la gestion et la valorisation des ressources dans le massif de Fouta-Jalon, qui n'appartient pas qu'à la Guinée, parce que ça concerne effectivement 9 à 13 pays de la sous-région qui sont arrosés par des grands fleuves. Donc, la question du bassin du massif de Fouta-Jalon devient aujourd'hui un cadre où nous avons créé une task force que je coordonne moi-même avec 6 ministères sectoriels, plus la CEDEAO, plus la FAO, le PNUD, la Banque mondiale. Donc, au-delà même des ministères sectoriels, nous sommes dans l'obligation d'impliquer d'autres partenaires ou parties prenantes clés. Mais ce qui reste clair, le ministère de l'Environnement seul ne peut pas travailler avec les parties prenantes non publiques. On est obligé d'abord d'avoir un cadre de collaboration solide avant de parler de participation avec les autres parties prenantes. C'est très clair, c'est impressionnant même. Oui. Est-ce que vous avez fait quelque chose pour changer la dynamique ou est-ce qu'il y a une question de leadership Justement, moi, je considère toujours que les institutions sont ce qu'elles sont, mais les personnes qui les animent
vont déterminer justement l'efficacité Yeah. ou la dynamique et l'efficacité des résultats et la dynamique effectivement pour promouvoir ces institutions. Et on s'est retrouvé aujourd'hui depuis la transition en Guinée, donc depuis le 5 septembre. Il faut saluer l'arrivée massive de ressortissants guinéens qui étaient des experts internationaux dans tous les domaines. Et vous allez voir des secrétaires généraux qui ont une expérience de collaboration dans des institutions internationales, d'intervention, de consultance et qui se sont retrouvés dans l'administration publique. Ça a amené une nouvelle dynamique. Lorsque des personnes qui ont le même niveau, qui ont le même background, qui ont la même vision collaborent, la dynamique de collaboration devient encore plus facile. Donc ça commence dans la task force même. C'est ça, justement. Mais j'imagine la task force aura besoin de support, d'un appui. Effectivement. De techniciens. De techniciens. Et parce que, comment c'est fait? Et qui paye pour ça? Bon, d'abord, les techniciens, on les retrouve dans les directions techniques. Oui. Et quand je parle de collaboration entre le ministère, ce n'est pas uniquement de secteur général à secteur général, mais c'est des équipes techniques que nous formons chacun dans son domaine et dépendamment de la problématique qui fait l'objet de questions à débattre. Et dans ce cadre-là, effectivement, nous avons des directions qui continuent de collaborer et nous transmettons cette vision, cette dynamique de collaboration et non de confrontation entre le ministère de l'Environnement, le ministère des Mines, Énergie et autres. Aujourd'hui, l'Agence guinéenne d'évaluation environnementale est en train de jouer un rôle capital d'accompagnement, ce qui était différent de la logique d'avant, de coercition, d'obligation, de contraintes. Et il faut dire que les moyens financiers pour supporter cette dynamique ont plusieurs sources. Le secteur de l'environnement lui-même est capable de générer des ressources pour supporter cette collaboration. Lorsqu'on met en place un cadre de collaboration entre le ministère de l'Environnement et le ministère des Mines, oui. D'abord chacun supporte sa participation, mais au-delà, nous avons la chance d'avoir des projets conjoints, des projets transversaux, comme actuellement il y a le projet Mine Environnement, c'est comme ça qu'on l'appelle, mais c'est le projet de gestion des ressources naturelles, minières et environnement, qui prévoit des ressources pour renforcer, si vous voulez, la cohésion dans les processus décisionnels entre le ministère de l'Environnement, le ministère des Mines, le ministère des Transports, l'administration du territoire. Donc tous les ministères sectoriels qui évoluent autour du secteur minier sont aujourd'hui supportés par ce programme. Mais au-delà de cela, nous avons des partenaires techniques comme la CNE. Aujourd'hui, la CNE collabore avec la Guinée à travers le ministère de l'Environnement. Mais moi, je vais militer pour que cette collaboration soit élargie pour le bénéfice de l'évaluation environnementale stratégique à l'implication du ministère des Mines, du ministère de l'Énergie, du ministère de l'Agriculture, du ministère des Transports dans ce cadre de collaboration, même s'il faut faire une entente élargie, parce que c'est seulement de cette façon que nos collègues, nos collaborateurs qui sont dans les ministères sectoriels peuvent être encore mieux sensibilisés et mieux ouverts. Nous avons ouvert la porte, par exemple, avec le ministère des Mines pour les accompagner afin de créer une direction générale de l'appui à la protection de l'environnement minier. Parce que nous avons besoin d'une cellule de spécialistes en environnement à l'intérieur du ministère des Mines qui puisse devenir comme l'ancrage, la boîte, pour qu'on puisse promouvoir les questions environnementales de durabilité, d'abord dans la planification de l'exploitation minière, ensuite pour nous accompagner dans le suivi de mise en œuvre des engagements des opérateurs miniers. Là, nous sommes en train de regarder dans le même sens avec d'autres ministères sectoriels, comme le ministère en charge des infrastructures, et ainsi de suite. Ça me semble très ambitieux et une excellente idée, mais merci pour la confiance dans la CNE, mais pourquoi n'utiliser simplement pas des consultants? Il faut faire attention avec la question des consultants. J'ai été consultant, donc je n'ai rien contre effectivement les consultants. Tout à l'heure, lors des débats, on posait la question un consultant international qui vient intervenir dans un pays comme la Guinée où il y a des problématiques complexes. Il n'a qu'une semaine pour travailler. Il va glaner sur Google pour prendre des informations par-ci par-là, qu'il va essayer d'aligner avec une très belle capacité de rédaction, mais dans le fond,
il n'y a pas d'ancrage par rapport à son analyse sur le terrain. C'est pour cela que nous, en Guinée, on a prévu dans la procédure d'évaluation environnementale l'obligation pour un consultant externe d'avoir un partenaire, un bureau d'études local comme partenaire pour, d'une part, lui permettre d'accéder à la réalité de terrain et d'autre part, aider à renforcer les capacités du bureau local qui doit prendre le relais. Donc, un consultant local de haut niveau va nous permettre effectivement de nous donner ce que nous voulons. Sinon, nous avons par expérience constaté que lorsque les consultants finissent de rédiger nos lois, des projets de textes réglementaires par exemple, ou des rapports, pendant la validation, c'est finalement des cadres du ministère ou des cadres nationaux qui finissent par modifier complètement le contenu. Pourquoi? Parce que le consultant n'a pas eu suffisamment le temps. Pourquoi le consultant n'a pas suffisamment le temps? Parce que le financement pour sa prise en charge le limite pour son travail dans un intervalle de temps qui est insuffisant pour faire le bon travail, pour prendre en compte les réalités locales. Et pourquoi cela? Parce que ceux qui financent même, c'est-à-dire les bailleurs de fonds qui financent même son intervention, sont dans une logique de résultat rapide et non dans une logique d'accompagnement efficace et durable des politiques nationales. Donc, la question est beaucoup plus complexe. C'est pour ça que je ne peux pas juger les consultants, mais il faut remettre l'intervention du consultant dans son contexte. Nous avons réalisé, par exemple, une EES sur le terrain avec une feuille de route qui devait s'étendre sur 1 an. Le consultant a été payé par le PNUD pour un mandat de 3 mois. Je leur ai dit, oui, je suis d'accord, 60 jours ouvrés, mais élargi sur 1 an et non 3 mois, jour pour jour. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Il a fallu modifier avec son contrat avec un avenant pour parler de 60 jours ouvrés et non de 3 mois stricts jour le jour. Donc, voici des réalités de terrain, effectivement, qui font qu'on ne peut pas blâmer le consultant parce qu'il est tenu par un engagement contractuel, mais en même temps, il y a plusieurs parties prenantes. Si chacun joue son rôle, effectivement, et qu'on s'écoute, effectivement, on peut mieux aller de l'avant. C'est très intéressant. Nous sommes presque à la fin de notre interview. Oui. Comme dernière question, je veux vous poser la question, comment vous voyez le futur de l'ES en Guinée? En République de Guinée, moi, je vois l'évaluation environnementale stratégique comme un outil d'accompagnement des ministères sectoriels pour promouvoir justement les questions de développement durable. Oui. La prise en compte des ODD, des indicateurs, des objectifs de développement durable dans plusieurs secteurs fait l'objet d'évaluation par le ministère en charge du plan et de la coopération. Mais en termes d'opérationnalisation, de compréhension, d'accompagnement, le ministère de l'Environnement doit sortir de sa zone de confort pour aller vers les ministères sectoriels pour proposer ce cadre d'accompagnement. Il doit se faire d'abord par des réformes institutionnelles, c'est-à-dire qu'il faut que le ministère de l'Environnement réussisse à créer des cellules environnement dans la plupart des ministères sectoriels. Il doit se faire aussi en termes de meilleure compréhension de nos politiques. Lorsque nous avons aujourd'hui le programme Simandou 2040 qui est en train de se déployer et avec une structuration phénoménale impressionnante, mais qui dit clairement que nous voulons une économie future à bas carbone, qui dit que nous voulons un programme dans lequel l'environnement est pris en compte de façon transversale. Nous voulons un programme dans lequel les questions de développement durable doivent être adressées, les questions de participation publique doivent être au cœur. Nous voulons un programme où la conservation de la biodiversité doit être prise en compte, où les conflits entre gestion des ressources naturelles, développement, conservation doivent être pris en compte. En réalité, le programme Simandou 2040 est en train de fixer des objectifs ou des finalités. Et il nous appartient de déployer les outils nécessaires pour arriver à ces finalités. Et ces outils nécessaires ne sont pas multiples. L'évaluation de la durabilité, l'évaluation environnementale stratégique comme outil de mise en œuvre du développement durable, c'est ce que nous devons promouvoir et mettre sur la table. Et justement, nous avons la chance d'avoir l'Agence guinéenne d'évaluation environnementale qui a une mission très claire en la matière. Il faut travailler pour y arriver. Dr Samoura,
Merci beaucoup pour cette interview. Merci à vous aussi. C'était excellent.